Martial, vous êtes un auteur prolifique. J'ai pu voir que vous écrivez beaucoup de choses depuis pas mal de temps. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail d'écrivain? Alors, c'est un travail qui est à la fois solitaire et à la fois tourné vers le public. Il faut savoir séparer les deux parties. Le travail solitaire, c'est celui que vous avez ici dans cette pièce. En fait, je suis entouré de livres et dans un monde qui est pour moi rassurant et qui me permet d'écrire sereinement les ouvrages à caractère historique voilà, je fais depuis maintenant plusieurs années, 25 ans quasiment, que ce soit dans le domaine du document, dans le domaine du roman. J'ai besoin en fait de mon atmosphère, voilà, d'être dans un coin dans lequel je suis bien. Et puis, il y a l'autre partie, qui est la partie plus moderne, où j'aime bien mélanger à la fois le suspense avec l'histoire, avec les histoires pourries de famille, mais avec aussi des contextes assez modernes et tout ce qui se passe dans la vie. Et ce mélange de l'ancien et du moderne est à la fois celui qui m'entoure et à la fois celui qui est la genèse de mon écriture. J'ai dû faire une bonne quinzaine de romans, bien Oui. 5 ou 6 documents et puis 4 ou 5 biographies. D'accord. Et vous écrivez aussi pour des livres. J'ai cru voir que vous avez fait un livre sur le TGV, par exemple. Donc, vous avez des activités d'écriture qui sont assez hétéroclites. Oui, en fait, j'écris sur ce qui m'intéresse, en fait, hein, tout simplement. Et quand j'ai envie d'écrire un roman contemporain, je ne demande pas à mon éditeur s'il est d'accord, je le fais. Et après, je trouve le moyen de le faire éditer, soit chez l'éditeur que j'ai, avec lequel je suis plus fidèle, ou alors eh bien, je cherche un autre éditeur. En fait, ce n'est pas l'éditeur qui mène ma carrière, c'est l'envie. C'est important, vous savez, de se retrouver dans des endroits qui nous transmettent l'inspiration. Et en fait, c'est comme une sève, l'écriture, on a besoin de ça. Et il y a des gens qui préfèrent écrire le matin très tôt, ce qui est mon cas, d'autres plutôt tard le soir, certains au soleil, d'autres avec un temps parfaitement maussade. Mais parce que justement, ce sont les éléments extérieurs qui font que bah, on doit se sentir bien pour écrire. Si vous n'êtes pas bien dans votre vie, s'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous n'êtes pas à l'aise vous n'êtes pas équilibré, euh, c'est difficile de se mettre à l'écriture. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater au fur et à mesure de toutes mes tournées en discutant avec mes collègues. Vous êtes penché d'ailleurs ces dernières années sur les problématiques des auteurs et tout l'univers du digital. Comment faire cohabiter le digital et le travail d'écriture? Oui, la rencontre avec le digital a été progressive. Dans le milieu de la littérature, ce n'est pas un milieu forcément très très jeune, on va dire, hein. La moyenne d'âge n'est pas d'une vingtaine d'années. Donc forcément, le développement des réseaux sociaux s'est fait tardivement. Et j'ai assez rapidement compris que ce petit jouet-là allait peut-être me permettre d'acquérir de nouveaux lecteurs et de rester surtout en contact avec mes lecteurs. Alors, au début, on s'est mis sur les réseaux sociaux. On a publié, voilà, je serai à tel salon, je ferai telle chose, etc., etc. Mais sans réelle valeur, parce que on sait que les gens viennent nous voir, mais il n'y a pas de viralité dans ce que l'on fait là. Alors, j'ai décidé de reprendre mes études. J'ai fait un Master 1 en communication 360. Ensuite, j'ai fait un MBA en communication digital marketing pour essayer de comprendre ce que les auteurs pouvaient rencontrer comme difficultés et aussi comment on pouvait gérer la carrière d'un auteur sur le web. Et à la sortie de ce MBA, j'ai entamé un doctorat, d'abord un deuxième master 2, parce que pour aller en université, voilà, il faut un master universitaire. Donc, j'ai travaillé sur la transition numérique, c'est-à-dire comment accompagner les gens dans leur transition. Donc, les auteurs, comme on part de quasiment zéro, hein, plein d'auteurs qui n'ont pas de Facebook, hein, il y a même 80% des auteurs qui n'en ont pas.
Et donc, comment accompagner les gens dans la transition numérique en y allant tout doucement, bien entendu, mais en faisant changer les mentalités pour prouver que les choses fonctionnent. Mhm. Et ensuite, je me suis intéressé au transmédia du livre à travers un doctorat dans lequel je suis plongé actuellement. Et tout ça m'intéresse en fait, hein, c'est juste parce que ça m'intéresse que je le fais. Et aussi parce que je suis persuadé que derrière cette partie-là, il y a le nouveau métier de l'écrivain qui va se pointer. On parle beaucoup d'ubérisation. Je ne sais pas s'il y aura une ubérisation du métier d'auteur. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'auteur, s'il veut garder son format papier, auquel le français d'ailleurs est très attaché, et moi en premier, voyez ce qui m'entoure. Mais si on veut garder ce format papier, il va falloir aussi intégrer le digital dedans. Et le digital, la modernité, le virage, tout ce que la société vit bien d'ailleurs, et à chaque étape de la vie, parce que même quand on est enfermé, confiné avec un coronavirus, on trouve encore des applications pour savoir qui a été atteint les derniers jours et sur lesquels il ne faut pas trop s'approcher, etc., etc. Donc, le monde vit à travers le digital et les auteurs devront passer le cap et le feront. Et au fur et à mesure, on a vu des choses avancer, on a vu de la 3D arriver, on a vu de la réalité augmentée arriver, surtout dans le domaine de la jeunesse et puis dans le domaine du scolaire. Et aujourd'hui, la littérature n'y est pas encore, mais cette conversation sera déjà euh, vieille dans un an parce Mhm. qu'on a fortement évolué et que les éditeurs, comme les auteurs, auront trouvé un moyen de faire vivre leur carrière, leurs écrits à travers le digital et d'une façon dont aujourd'hui ils ne conçoivent pas encore l'outil. Ouais, mais il y a de toute façon eu beaucoup de, d'animosité entre ces deux mondes. On se rappelle la guerre qu'il y a eu avec les formats EPUB, les liseuses, les Kindle, etc. Et tous ces auteurs et même tous les utilisateurs et tous les éditeurs qui se sont refusés à aller vers ça. Est-ce que c'est ça la digitalisation? Est-ce que c'est juste transformer un livre papier en un format lisible sur un écran? Je suis pas sûr. C'est pas ça la transformation digitale. C'est bien l'usage qu'on en fait derrière qui va être important. Et d'ailleurs, vous Et parlez de réalité augmentée. Est-ce que vous pensez que la réalité augmentée, c'est maintenant une technologie qui est abordable et utilisable dans le domaine de l'édition? Est-ce que c'est ce qui va réconcilier finalement ces deux mondes? alors, je vais répondre à votre question qui en comporte trois, en fait, hein, dans votre positionnement. D'abord, passer d'un livre papier à un livre numérique, ça fait belle lurette que c'est fait. Il a plus ou moins de succès, ça n'en a pas forcément énormément en France parce que le français est attaché encore une fois au papier et ce n'est pas ça qui va être la révolution du livre. On l'a présenté comme la révolution du livre il y a quelques années. Je me souviens d'un salon du livre à Paris en 2000. Vous imaginez, donc ça a déjà 20 ans, où on pensait que ça allait être la révolution et que demain matin, il n'y aurait plus de livres dans les bibliothèques et plus de livres dans les cartables des enfants. On voit bien qu'on n'en est pas encore là et que les choses sont complètement différentes. Euh, Après, est-ce que... Alors oui, il y a des auteurs et des maisons d'édition qui refusent euh, par principe, aussi par conviction, la diffusion des ouvrages d'une autre manière. Moi, souvent, je dis à un auteur, écoute, c'est très simple. On va t'enlever tes droits d'auteur sur Amazon et sur la Fnac.com, c'est-à-dire sur toutes les plateformes où on peut obtenir des ouvrages numérisés, mais aussi des ouvrages envoyés à une rapidité folle au-delà de la librairie classique. Et puis, on va te donner tes droits d'auteur tels qu'ils sont dans les librairies de niveau 1. Et souvent, ils me disent ah, bah non, surtout pas. Bah si, puisque tu es contre. Si tu es contre, on va t'enlever ce qui finalement a été le virage d'une société. Donc ça, c'est pour répondre aux deux petits points, de réagir aux deux petits points de votre question. Maintenant, sur la réalité augmentée,
ce qui est intéressant dans la réalité augmentée, ce qui est même essentiel, parce que je pense que c'est la véritable, le véritable virage qu'il y a actuellement sur le livre. C'est que le livre existe toujours. Il est papier. On ne fait que finalement augmenter une image, une page, et donner au lecteur une autre information qu'il y a dans le livre. Ce qui fait qu'il y a d'abord une participation du lecteur à la vie digitale et à la vie de la société. En même temps, il est attaché à ce format papier qu'il aime tant. Et en même temps, il apprend encore autre chose et il s'amuse d'une autre façon. Alors, ça peut être un complément d'information, ça peut être un film, ça peut être un document, ça peut être un témoignage, ça peut être une lecture. Et vous vous rendez compte, si aujourd'hui, on a un livre de yoga, par exemple, ce livre de yoga donne des conseils, mais ne donne pas forcément des séances de relaxation. Si demain, par la réalité augmentée, vous lisez votre chapitre de yoga, vous apercevez que oui, il y a peut-être un moyen que j'arrive à me détendre avant de m'endormir et à améliorer mon sommeil, mais que vous n'avez pas la clé en réalité augmentée pour pouvoir finalement avoir cette séance de relaxation en direct, ben, ça n'a pas le même effet. Et ce qui fait que cette réalité augmentée, elle permet au lecteur non seulement d'avoir des informations de type classique qui vont rester, et puis des informations qui vont pouvoir bouger. Parce que l'intérêt de la réalité augmentée, c'est que l'on peut aussi changer le support très facilement. Mmh. Donc, imaginons par exemple un auteur hyper connu qui veut discuter avec ses lecteurs, qui veut en tout cas leur envoyer des informations. Eh bien, il peut, par exemple, sur la couverture de son roman, donner un témoignage sur comment j'ai écrit ce livre, dans quelle situation je l'ai écrit, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées. 15 jours plus tard, annoncer la date de ses salons. 15 jours plus tard, répondre à une question d'une de ses lectrices qui a été postée sur Facebook. 15 jours plus tard, donner des renseignements sur ses relations avec les éditeurs et savoir comment ça se passe dans le milieu, etc., etc. En fait, ça n'a pas de limite. Donc pour vous, la réalité augmentée, ça peut aussi devenir un élément de liaison ou de correspondance ou de communication entre un auteur de roman et ses fans, par exemple. Parce qu'on a déjà vu beaucoup de livres ajouter des choses en réalité augmentée pour effectivement du yoga, de la science, des choses comme ça, mais pour un roman, vous disiez, ça permet aussi à l'auteur de roman de rentrer plus rapidement en contact avec ses lecteurs. Ah oui, mais complètement. C'est vraiment l'avenir. L'avenir du roman et du contact entre les lecteurs et le romancier, ce sera la réalité augmentée. Il n'y a pas de, il n'y a pas de lien plus rapide. Mm. Vous êtes dans votre livre, vous êtes en train de lire le roman, vous augmentez la couverture et vous vous retrouvez finalement avec le message de l'auteur. Vous ne pouvez Ouais. pas avoir mieux. Alors, vous collaborez depuis pas mal de temps avec un éditeur alsacien, les éditions du Cygne, et vous prévoyez de sortir plusieurs titres avec de la réalité augmentée. Parce que je sais que vous êtes un peu du genre à pas garder les choses pour vous et à essayer même de les évangéliser au-delà de votre propre travail. Comment est-ce que cet éditeur a dû s'organiser pour intégrer cette nouvelle technologie dans son mode de production de livres? Alors, ce qui est essentiel d'abord, c'est qu'ils soient persuadés que cette fonction est importante et intéressante pour eux. Donc, quand j'ai été rencontrer le directeur des éditions du Cygne, c'est déjà une personne qui a créé sa boîte il y a 40 ans. Donc, c'est un entrepreneur. Hein, c'est déjà très différent de quelqu'un qui est embauché dans une boîte pour réaliser quelque chose de particulier. L'entrepreneur a ça dans la peau. Hein. Lui, son job, c'est de sentir ce qui va lui permettre de peut-être faire évoluer les choses. Et comme il avait été toujours très précurseur pendant des années et des années, je lui ai proposé de tester avec lui cette réalité augmentée. Mais ça n'a pas pris une minute avant qu'il ne me dise OK, fait. Donc là, on n'est même pas sur un patron
un jeune patron d'édition qui baigne dans le digital depuis pas et qui veut se lancer là-dedans. On est un ancien éditeur, donc encore la Ah, vieille génération, qui, malgré tous les passages du digital dont on a pu parler jusque-là, a quand même compris que c'était le bon moment de se ah rattacher oui, à une nouvelle technologie. oui, oui. Alors, bien sûr, il y a toujours pas une certaine peur, je dirais une certaine appréhension, à dire que ça va marcher, c'est sûr, ça va marcher, jusqu'à la dernière seconde, en fait, hein, où on a installé cette réalité augmentée. Ça a été, tu es sûr que ça va fonctionner. Parce qu'il y a forcément une génération où les livres se sont vendus même par bon de commande papier, enfin, où il a fallu passer sur des sites internet avec difficulté, parce que c'était au départ beaucoup plus difficile que maintenant. On n'avait pas la même facilité pour installer une bannière ou pour installer un bandeau ou pour installer un plugin. C'était extrêmement difficile. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Eh bien, dans la tête des générations, on ne va pas dire anciennes, mais dans la tête de ces générations qui ont vécu ces moments-là, c'est forcément difficile. C'est forcément compliqué, alors que ça ne l'est pas. Et là, on lui a montré quelque chose, mais alors j'ai adoré parce que on a installé ça sur son téléphone portable parce que comme il n'avait rien géré, il m'avait mis les cartes dans les mains en me disant fais, je te fais confiance, mais fais parce que je n'y comprends rien. On a pris son téléphone, qu'on lui a téléchargé, c'était comme un gamin en fait. Je voyais en fait les yeux de l'éditeur qui se disait ah non, mais ça, c'est extraordinaire. Mmh. Et prendre le livre, l'image et clac. Et d'autant plus que le tout premier livre qui a été augmenté dans cette maison d'édition est un livre complètement caritatif. C'est un livre qui a été réalisé On pour va les en héros parler, du ouais. quotidien. Tu veux en parler? On va en parler, ouais, bien sûr qu'on va en parler. Je voulais juste revenir sur ce moment effectivement assez magique où on se rend compte on n'a pas dû abandonner un support, C'est donc le ça. papier. On n'a pas eu besoin de l'abandonner, donc on n'a pas eu Alors, besoin de se faire du mal quand on est éditeur en abandonnant ce qui nous est le plus cher finalement, c'est cet objet et qu'on lui rajoute une couche d'un seul coup qui est digitale, et qui est alors, assez magique au final. oui, alors j'irai même plus loin en fait, Michael, si vous me permettez. J'irai même plus loin. C'est que cette réalité augmentée permet au livre de ne jamais s'éteindre. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une BD sur l'histoire des Vosges. Faites votre BD sur l'histoire des Vosges, elle va avoir un énorme succès au départ parce que les gens adorent ce qui leur appartient en fait, hein. Ils sont, les gens aiment connaître les endroits dans lesquels ils vivent. Donc votre BD, elle va être très bien vendue. Et puis pour l'éditeur, ben, après ça va se vendre toujours parce qu'il y a toujours des acheteurs et ça va se vendre dans un certain laps de temps. Mais pour l'éditeur, c'est toujours le même livre. Mm. Il est rentré, si vous voulez, dans la bibliothèque de la maison d'édition. Sauf que quand on y met de la réalité augmentée, on peut passer des messages aux élèves des différentes classes qui ont acheté cette BD. On peut faire travailler même des classes. La preuve, c'est que la Moselle a acheté la BD Histoire de la Moselle à l'ensemble des sixièmes. Donc, ça veut dire que les classes travaillent déjà sur le format papier. Mais quand on y intègre de la réalité augmentée, des messages de professeurs ou des films, ou des documents qui vont appuyer plus encore en fait le passage de cette BD historique, eh bien, on a forcément un document qui a pris une valeur considérable et qui peut changer de tout au tout d'un jour à l'autre. Il continue de vivre en fait. Mais il continue de vivre. Donc, non seulement on part sur du transmédia, c'est-à-dire on accompagne le livre dans un créneau de médias bien au-delà du format papier, et en même temps, on lui donne la possibilité de vivre à jamais.
Mmh. Parce que l'histoire ne changera pas de cette BD. On ne fera pas un changement de l'histoire des Vosges. Mmh. Par contre, on va pouvoir faire un changement des différents témoignages en réalité augmentée. Donc, votre BD, elle ne mourra jamais. Ouais, Et ouais. c'est ça qu'a vu l'éditeur quand je lui ai filé l'application. C'est ça, il m'a dit, ça c'est extraordinaire parce que les livres vont pouvoir vivre tout le temps. Ouais. Avec le même livre qui est déjà entre les mains de milliers de lecteurs, ce Exactement. livre va continuer d'avoir des améliorations, des nouvelles informations, des nouvelles photos éventuellement, des vidéos, des éléments complémentaires, des jeux, des quiz. On peut imaginer tout ce qui peut agrémenter finalement le contenu de ce livre qui continue d'exister et d'évoluer, quoi. Vous avez aussi collaboré, je crois, à la création du livre À nos héros du quotidien. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce projet, comment il a vu le jour et en quoi bah, justement la réalité augmentée est est une innovation dont on va entendre parler dans les prochains temps? Oui, c'est d'abord, c'était un dimanche. Et c'était un dimanche, je me disais, c'est incroyable tous ces gens qui chantent, tous ces gens qui applaudissent, tous ces gens qui disent merci. Et puis j'ai téléphoné à l'éditeur, je lui ai dit, il faut faire quelque chose. On ne sera pas les seuls, mais il faut faire quelque chose parce que nous sommes dans une région qui a vraiment souffert du coronavirus. J'ai des amis dans les hôpitaux où il y avait 40 morts par week-end. Donc, c'était bien un éditeur alsacien qui se devait de réaliser cet ouvrage. Alors, on a contacté les auteurs maison, on a contacté les auteurs que je rencontre maintenant depuis 25 ans dans les salons du livre, on a contacté les personnalités, les journalistes, les stars du showbiz, et on a fait un ouvrage avec 34 textes différents, très éclectiques, euh, sensibles, drôles euh, et émouvants. Et réunir des gens comme Jacques Maresco et Patrick Sébastien, Gilbert Montagnier avec Madame Klinkert, et mélanger les genres, mélanger les gens. Et on a donc travaillé sur 34 textes. Donc, il s'agit bien de textes. Il s'agit bien là de papier. C'est ça qui va donner l'émotion au lecteur. Et puis, on a intégré dans ce texte, pour chaque texte, une image qui illustre le texte. Et puis, j'ai dit au directeur, c'est le moyen de tester cette réalité augmentée et de montrer à quel point, sur un livre tellement chargé en émotions, on va réussir, parce que c'était le but, c'était de réussir à monter les marches et de dire, ben, voyez ce que l'on vous a apporté en plus avec le canal multimédia. Alors, le problème, c'est qu'on avait 15 jours pour faire tout ça. Et qu'on a travaillé avec les auteurs pour leurs textes, on a travaillé évidemment avec la Fondation de France, parce que tous les bénéfices, donc les droits d'auteur, mais aussi les bénéfices de la maison d'édition sont entièrement reversés à la Fondation de France. Et sur un livre à 192 pages couleur, à 2 euros, c'est absolument incroyable. Tout le monde s'y est mis. L'imprimeur, les transporteurs, tout le monde a donné pour qu'on puisse avoir un produit final vendu en supermarché actuellement parce que les librairies ne sont pas encore ouvertes. En supermarché, le supermarché, évidemment, ne prend absolument aucun bénéfice. Et tout bénéfice part à la fondation. Et j'avais envie, parce que
C'était une aventure humaine extraordinaire parce qu'il y avait un lien entre ces 34 personnes qui bossaient, entre les maquettistes qui étaient derrière, qui bossaient, entre l'éditeur qui était le chef d'orchestre. Et moi, il m'a dit, bah, alors maintenant, réalité augmentée là-dessus, tu te débrouilles. Il faut que ce soit, impeccable et Et, surprends-moi. et qui ait une valeur ajoutée, surtout. Faut que le Ah lecteur oui, s'y retrouve. bah, évidemment. Donc, on a sélectionné 10 textes. Avec 8 textes et la première de couverture et la quatrième de couverture. Donc la première de couverture, c'est la couverture que vous avez devant vous, la quatrième, c'est celle que vous avez quand vous retournez le livre. Et on a commencé avec euh, euh, tous ces artistes qui se sont réunis pour dire merci sous forme de patchwork. Et puis on a illustré, par exemple, le texte des supermarchés avec en augmentation les conseils d'une nutritionniste en disant pour l'amour du ciel, ne vous ruez pas sur les pâtes blanches. Prenez des pâtes complètes. Faites attention pour ne pas grossir. Voici ce qu'il faut faire au niveau nutrition. Vous voyez, donc ça n'avait rien à voir. On était en train de remercier les personnels du supermarché, Oui, et ça n'aurait même pas eu de sens de l'écrire dans le livre. mais bien sûr, en fait, les deux canaux sont complémentaires, mais l'un ne remplace pas l'autre. C'est ça. Si vous mettez l'émotion de un reportage sur les supermarchés en réalité augmentée, ça va ne faire que parler de ce qu'il y a dans le texte. Donc, ce n'est pas intéressant. C'est Oui. comme les QR codes qui m'ont souvent fait sourire parce que lorsque vous augmentez un QR code d'une bouteille d'eau et que vous avez dans le QR code exactement ce qu'il y a sur la bouteille d'eau, autant ne pas augmenter le QR code. Ouais, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Donc, C'était la limite en fait de cette technique-là, c'est que le QR code ne renvoie qu'une information très succincte, qui est souvent juste un lien vers un site web. Et effectivement, on est encore dans le problème du contenu. Là, on a immédiatement le contenu qui ressort du livre et qui va agrémenter le texte qu'on a à côté avec des informations. tout euh, à fait. C'est comme ça aussi que, eh bien, on a fait une augmentation très surprenante du texte de Gilbert Montagnier. On a fait la même chose avec un magicien qui s'appelle Eric Borner qui a fait un tour de magie extraordinaire pour rendre hommage aux As les héros qui sont finalement les As d'un jeu. c'est Et sûr puis, que la tour de magie dans un livre, c'est assez compliqué à- à faire comprendre. c'est un vrai magicien, hein, Borner. Hein, c'est pas un débutant. Hein. Donc, je pense qu'il fait de la magie depuis l'âge de 16 ans, hein, d'après ce que j'ai compris. Et il a aujourd'hui mon âge. Et quand je l'ai sur un plateau de télé avec moi, il vole la montre de la personne qui est en face de lui. La personne ne voit rien. Hein. Excusez-moi. Euh, On va le couper. Et on a fait le quatrième de couverture avec un très très beau texte de Luc Plamondon qui s'appelle SES Terrien en détresse, chanté par un Asiatique extrêmement talentueux. ok. Et on est parti de l'Asie, là où était parti le coronavirus. Dans l'émission de Patrick Sébastien qui avait conclu le livre, sur ce texte SOS Terrien en détresse. Donc, vous voyez, on peut tout faire avec la réalité augmentée. Ouais, Mais ce que ouais, l'on voulait, c'est que ce soit à la fois intéressant, que ce soit beau, que ce soit dans l'émotion, parce que c'est aussi un livre d'émotion. Donc, en fait, la réalité augmentée doit accompagner le support. ok. Alors, il existe pas mal de solutions de réalité augmentée sur le marché. Pourquoi est-ce que vous avez opté pour celle proposée par Wowink? Bah, c'est très simple. Les sites, enfin, ce qu'il y a en réalité augmentée sur le marché, c'est vrai qu'on voit un peu de tout, notamment dans le domaine de la jeunesse. Alors, ce que moi, enfin, le support auquel je ne crois pas beaucoup, c'est celui de l'augmentation des personnages là, qui se baladent, etc., qui coûtent une blinde et qui, je ne sais pas si ça apporte véritablement quelque chose. C'est beaucoup de codification.
n'apporte pas pour moi. On est dans l'effet. Là, on est dans les faits. C'est un effet qui va effectivement sur le coup en mettre plein la vue, mais est-ce que ça participe à l'expérience du livre? Pas forcément. Maintenant, la difficulté, comme vous l'avez dit, dans ce genre de cas, c'est que vous ne pouvez pas faire ce genre de production en 15 jours et ajouter des contenus en 3D comme ça. Donc, Alors, c'est sûr qu'il y a la partie rapidité, mais il y a aussi chez Wowin quelque chose qui est exceptionnel, c'est le back-office. vous, c'est la partie statistique Et euh, oui, qui vous intéresse. La capacité de savoir combien de fois est-ce que telle image a été scannée, combien de fois on a cliqué sur tel ou tel document pour aller voir la vidéo, etc. Et où, de manière géographique, on les a trouvés. Et est-ce que c'est simple à utiliser? Est-ce que vous avez dû embaucher un technicien pour rajouter alors, c'est une simplicité royale, c'est un back-office impeccable. Un gamin de 4 ans, il n'a pas besoin d'un cours pour comprendre ce qu'il y a derrière. On affiche le back-office et on voit immédiatement dans la géolocalisation où ça a été augmenté. L'intérêt aussi, c'est qu'on sait quelle page a été augmentée, combien de fois. Donc, je sais déjà vous dire, dans le livre sur les héros qui va paraître dans 3 jours en librairie, que les personnes qui l'ont eu en main, donc il y a peut-être déjà tous les auteurs du livre, plus euh, allez, une cinquantaine de personnes autour qui l'ont eu entre les mains, qui ont fait cette augmentation, je peux déjà vous dire le top 1, 1, hmm. 2, 3. Qu'est-ce qui a le plus marché en augmentation? Donc, c'est extrêmement important parce que maintenant, on va reprendre l'histoire de la BD, on va savoir ce qui plaît aux jeunes et ce qui ne plaît pas aux jeunes. Donc, comment on va pouvoir communiquer avec eux et comment les accompagner sur des autres livres, sur les Hmm. livres suivants. Donc, ça fidélise l'éditeur et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, vous pouvez demander, on fait un micro-trottoir, où est édité Françoise Bourdin. Je vous dis qu'il n'y a pas une personne sur 10 qui sait qu'elle est publiée chez Belfond. Ok. Ils connaissent Françoise Bourdin, ils ne connaissent pas Belfond. Ok. Et elle vend, je pense que c'est une des meilleures vendeuses de livres en France. Si demain Belfond se met à faire de la réalité augmentée sur tous ses romans, vous allez poser la question de savoir chez qui est édité Françoise Bourdin. Ils vous diront, je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est Belfond, l'éditeur qui fait de la réalité augmentée. Eh Hmm. bien, ce n'est plus du tout la même chose, en fait. Ok. Vous êtes sur un canal qui est complètement différent. Et l'éditeur va travailler son image avec cette réalité augmentée et non plus travailler l'image de l'auteur. L'auteur va travailler son image par la réalité augmentée. Il va la travailler en travaillant avec l'éditeur sur sa propre image à lui. Ça va toujours fonctionner, mais l'éditeur aussi. Ok. Alors qu'avant, l'éditeur était vraiment, pas la dernière roue du carrosse, mais c'était vraiment la dernière chose que l'on retenait. Et Et ça, c'est vraiment le virage aussi dans le monde du livre. d'accord. Et maintenant, d'un point de vue pratico-pratique, est-ce que c'est compliqué, d'après vous, d'ajouter des contenus dans l'application? Ouais, non, mais c'est fait en 3 secondes. D'accord. Changer des contenus dans l'application, c'est 3 secondes. On prend, on clique, on fait importer le fichier, hop, telle image, elle est reliée à tel lien, on enlève le lien précédent, on en remet un autre en téléchargeant tout à fait normalement comme vous allez vous le faire dans un mail. Hein. C'est aussi simple que ça. Vous envoyez, c'est terminé. D'accord, parce que c'est là effectivement où il y a une grande différence par rapport à toutes les technologies jusque-là, et c'est aussi peut-être pour ça que la réalité augmentée n'a pas été jusqu'ici très diffusée, c'est la difficulté à mettre en œuvre. Donc là, vous dites que
dans le processus de création du livre à nos héros du quotidien, le fait d'ajouter de la réalité augmentée, est-ce que ça a, ça a pris 50% du temps, 10% du temps, 1% du temps? En- Non, alors rajouter dans l'outil, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Nous, on a toujours, en tant qu'éditeur, la vision de qu'est-ce qu'on va choisir comme image, mais c'est la même chose hier. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez, l'image, on l'aurait choisie avec la même, en tout cas, rigueur. Ça ne change rien, en fait. Par contre, la réalité augmentée, 10 posts à faire, 3 minutes. 10 images augmentées, 3 minutes. Par C'est contre, le tir qui est intéressant. C'est comment on va les choisir, qu'est-ce qu'on va y mettre, quelle information on va véhiculer par l'image. Et puis, c'est passionnant. Quand vous avez, on se dit, on se pose, on dit, bon, alors, est-ce qu'on parle de ça, est-ce qu'on parle de ça, est-ce qu'on parle de ça? Ça fait évoluer le métier de l'éditeur d'une façon remarquable. Et parce que derrière, on voit aussi ce que ça peut amener, ce que ça peut en fait engendrer dans le parcours lecteur, parce qu'on oublie souvent ce parcours-là. L'éditeur doit se poser cette question-là tout le temps. Quel est le parcours du lecteur? Et là, maintenant, le parcours lecteur a complètement changé. Mais la facilité qu'il y a à poster des vidéos sur Wink, c'est une histoire je ne sais pas, c'est enfantin. C'est quelques en fait, secondes, la barrière technique a été entièrement enlevée. Maintenant, entièrement. la grosse discussion, c'est qu'est-ce qu'on va y mettre? En fait ça fait évoluer quand même un peu le métier de l'éditeur. Il n'a pas à se poser la question technique de comment il va le faire, Bien mais sûr. de bien sélectionner, OK, mon image que de toute façon j'avais l'intention de mettre, elle va renvoyer vers quoi? Et c'est cette nouvelle façon de créer des contenus quand on est éditeur qui va faire peut-être évoluer le métier. Vous avez touché du doigt ce qui va se passer dans les mois futurs. Je vais vous donner tout simplement l'exemple des attachés de presse. Les attachés de presse dans les maisons d'édition travaillaient encore travaillent avec la presse. On voit les services de presse où on a des montagnes de livres qui nous attendent dans les salles de réunion, où on dédicace toute la journée, on va déjeuner avec notre éditeur à midi. La fin de la journée, on a fait nos 160 bouquins qui, la plupart, sont revendus sur les quais de Paris le lendemain. Euh, euh, il y a en fait dans le métier de l'éditeur, demain, dans le métier de l'attaché de presse, l'idée de savoir qu'est-ce que l'on va augmenter pour servir l'image du livre dans la presse demain. Rien que ça, rien que cet aspect-là, on a changé le métier de l'attaché de presse. Mmh. C'est déboussolant. Mais cette transition numérique, elle est essentielle pour que le métier du livre continue à vivre. Parce que les générations changent et ces générations-là, ils veulent autre chose que de la lecture pépère. Ils Mmh. veulent de la lecture, mais autre chose que de la lecture. Mmh. Et le métier de l'éditeur est en train d'évoluer, de changer. Vous avez mis le doigt exactement sur l'essentiel. Qu'est-ce que l'on va prendre comme support? Qu'est-ce que l'on va choisir comme support? Quels sont les éléments que l'on a envie de transmettre intrinsèquement ou de façon extrêmement claire? Ce sont toutes les questions qui doivent être posées en comité éditorial et qui ont une vraie valeur. Mmh. Le reste, Wowink, c'est juste une application à ouvrir et c'est d'une facilité sans nom. OK. C'est drôle parce que le directeur de la maison d'édition qui a réalisé cet ouvrage sur un nos héros du quotidien, merci, disait pour 2 euros, dont un est reversé à la Fondation de France, on a offert un ouvrage qui est lié à l'actualité, mais qui restera en vie bien au-delà de l'actualité. Mmh. Vous avez dans cette phrase tout le résumé de la réalité augmentée. Mmh. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que là, le livre va sortir, on est le 30 avril, on ne sait pas encore où est-ce qu'on en est dans cette épidémie. Donc, ça veut dire que
là, aujourd'hui, le livre sort, il est imprimé, il est figé dans son état, mais va pouvoir évoluer dans les mois et les années à venir avec le retour qu'on va avoir de cette épidémie. C'est Ce sûr. qui fait que, il va pouvoir s'agrémenter au fil du temps, alors que normalement, un livre, il est imprimé et tant qu'on n'en refait pas une nouvelle édition, il est figé. Ce livre-là va être offert aux gens dans les supermarchés, dans les hypermarchés. Ensuite, les gens vont pouvoir l'acheter aussi en librairie. Ils vont pouvoir se le faire offrir dans une salle de spectacle parce qu'un un, un artiste aura aussi envie de partager ses textes avec son public. Toutes les augmentations vont pouvoir changer. Moi, Mmh, j'ai mis une augmentation aujourd'hui. Je peux vous garantir que l'augmentation de ce livre, dans 5 mois, elle aura changé 3 fois. mmh, Regardez, on est en train de travailler sur un département français que j'apprécie beaucoup, qui est Mayotte. Et on travaille actuellement sur une BD du département. La réalité augmentée va être aussi complètement différente d'un jour à l'autre. L'histoire de Mayotte change tous les jours. mmh, Je pense que c'est le département qui évolue le plus. On fait une BD sur Jacques Marescot et sur l'IRCAD. La chirurgie va avancer. mmh, Et tout ce qu'a créé cet homme extraordinaire qui a fait changer le monde de la chirurgie de tout au tout en une vie, pourra à la fois par la réalité augmentée donner des cours à travers sa propre BD, mmh, donner des cours sur voilà comment les choses se passent, etc. Et sa BD vivra toujours, elle est éternelle. mmh. Ça, c'est l'outil de la réalité augmentée qui l'apporte. Et c'est vraiment la révolution la révolution du monde du livre d'aujourd'hui, évidemment que ça va se développer. C'est évident. La société en a besoin. Alors, on a beaucoup parlé des livres en création et auxquels on pense immédiatement au contenu qu'on va ajouter, mais est-ce que ça marche aussi pour des anciens livres qui sont déjà imprimés, qui sont déjà dans les bibliothèques des utilisateurs? Alors, eh ben, il suffit de prévenir la clientèle des librairies que ce livre-là est passé en réalité augmentée, ou tout simplement, lors de la réimpression, y intégrer le petit logo de la réalité augmentée. Ça, c'est vraiment la chose importante à souligner, c'est que c'est vraiment pas l'outil qui pose problème. Ce n'est pas l'outil qui pose problème. Ce sont les métiers qui évoluent, la transition qui doit se faire en maison d'édition, euh, parce que quelquefois, enfin, je vais vous dire, au niveau de cet éditeur alsacien, les éditions du Cygne, euh, allez expliquer, quand vous expliquez aux employés qu'il y a la réalité augmentée dans les ouvrages, mais ils vous regardent avec des yeux, c'est impressionnant. Et pourtant, on est dans le monde de l'édition. Vous voyez. Donc, ça va venir. De toute façon, dès l'instant où le lecteur a compris que son expérience était différente, à partir du moment où l'éditeur a compris que cette expérience-là allait changer beaucoup de choses dans sa vie et que ça fonctionne, eh ben, forcément, La technologie euh, aujourd'hui est devenue suffisamment simple pour enlever la barrière qui pouvait, euh, qui pouvait restreindre finalement l'usage, pour faire en sorte que maintenant il n'y a plus cette barrière technique, donc on peut l'utiliser à outrance dès l'instant où on a des choses intéressantes à offrir au lecteur, aussi bien sur des anciens livres que sur des nouveaux, et, euh, et lui donner comme ça une nouvelle existence au fur et à mesure. au contraire, je peux vous dire que les auteurs sont comme des gamins. Quand vous leur dites un an après que leur livre, ben, on va le placer en réalité augmentée, c'est pour eux une façon de le revivre. Et c'est tellement rapide que ce qui est, je vous dis, le plus important, c'est le contenu et la qualité du contenu. C'est ça qui fait là aussi le succès de la réalité augmentée.
Donc c'est presque un nouvel événement comme une réédition d'un livre, sauf qu'il peut se faire en un claquement de doigts du jour au lendemain, quoi. C'est une renaissance. Les auteurs le conçoivent comme ça. C'est une renaissance. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir, et là je reviens sur votre métier autour de la transformation digitale, c'est qu'il va falloir maintenant peut-être aussi apprendre aux auteurs à, quand vous allez commencer à écrire un livre, ben, peut-être prendre l'habitude de, de vous filmer, de garder vos manuscrits, de montrer l'envers du décor de la création de cet ouvrage. Parce que nous, lecteurs, on ne voit finalement que le produit fini. Mais moi, ça m'intéresserait de savoir dans quelles circonstances tel bouquin a été écrit, pourquoi, peut-être même l'environnement de l'écrivain, toutes ces choses qui vont faire qu'il va y avoir un rapprochement, une proximité encore plus forte entre le lecteur et l'auteur. Exactement. Mais on a abordé la transition numérique des maisons d'édition. Il faut aussi s'atteler à celle de l'auteur. Et c'est vrai que souvent, vous voyez des posts sur Facebook des auteurs qui disent bon ben voilà, ça y est, je commence mon nouveau roman, et ils mettent l'ordinateur vide sur une table dans le jardin, il fait beau, une tasse de thé et une sucrète, quoi. Mais ça, c'est la communication d'hier et d'avant-hier. La réalité augmentée permet de vraiment raconter une histoire, faire du storytelling pour l'auteur autour de son histoire à lui en tant qu'auteur, à dire voilà où je suis, voilà ce que je fais, voilà les galères que j'ai. Vous savez pas ce que c'est qu'une page blanche? Moi, je vais vous l'expliquer parce que là, je suis devant et c'est Ouais, galère. ouais. Voilà. Et pourquoi c'est galère et qu'est-ce qui fait que ce soit galère? Et ben, du coup, si vous voulez, le lecteur, il aura une autre vision de votre livre. Mm. Et cette transition-là, eh bien, elle se fera parce que c'est c'est tellement passionnant Ouais, mais c'est ça. pour avoir ces outils entre les mains aujourd'hui. C'est tellement passionnant. C'est vivre le monde que l'on vit aujourd'hui est une chance inouïe que nous avons et c'est regrettable que parfois on le vit comme étant quelque chose d'incroyable ou d'insaisissable ou comme un surmenage en fait, comme si quelque chose allait nous happer, que ça allait être l'enfer du digital. Au contraire, c'est extraordinaire de pouvoir vivre cette époque. Elle est à des années-lumière de celle du décor qui m'entoure. J'ai besoin des deux, moi perso, pour vivre, et c'est absolument pas incompatible. Mm. C'est la barrière à l'entrée. Jusqu'ici, c'était la technique. Ah, mais Si on enlève cette barrière à l'entrée et qu'on se pose même plus la question de comment je vais le faire, c'est ce qu'a fait Facebook très bien. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont abandonné leur site internet. C'est parce que c'était tellement simple de prendre une photo et de la poster sur Facebook que tu te poses même plus la question de le faire. Ben, si on arrive à faire la même chose avec la réalité augmentée dans les livres papier et c'est qu'on gagné. on a enlevé tous les freins de mise en œuvre, là, il n'y a plus qu'à se poser la question de ben, je vais mettre quoi. Comme sur Facebook, c'est est-ce que ça, mon assiette, je vais la mettre dans quel sens pour qu'elle soit belle et que j'ai envie de la partager. Je ne me pose pas la question de comment techniquement je vais la transmettre. Eh Ça, oui, c'est fait. Et c'est ça qui est intéressant dans le stade auquel on arrive, c'est de faire en sorte que ce soit simple à mettre en œuvre. C'est assez drôle de constater que finalement, c'est un auteur de romans historiques qui s'est intéressé assez rapidement à quelque chose qui pourrait s'apparenter à de la science-fiction, hein, la réalité augmentée, parce que justement, c'est plus de la, on n'est plus dans l'effet, le wow effect qu'on peut imaginer en science-fiction. Là, on est sur du contenu, un usage simple, quotidien, où on va avoir des informations complémentaires comme on aimerait les avoir. Parce que quand on a aimé un film, quand on a aimé un livre, quand on l'a vraiment aimé,
La suite, ça va être, je vais aller faire des recherches sur internet. Là, on n'a même plus besoin et on n'est même plus pollué par plein d'informations qui vont être, pas forcément, celles que l'auteur aura voulu transmettre. Là, on a directement l'information que l'auteur veut nous transmettre et en direct, on va pouvoir compléter, on va pouvoir imaginer, je sais pas, ça va laisser l'imagination des auteurs ouverte en disant ben, je vais enregistrer pendant 5 minutes les bruits ambiants dans lesquels j'ai écrit ce livre. Et je vais peut-être avoir moins envie de relire le livre avec un autre contexte, avec la playlist musique de l'auteur, avec l'environnement dans lequel il a fait, ou alors ses recherches, parce que j'imagine que pour vos livres historiques, ils ne sortent pas comme ça du chapeau, c'est des recherches, donc vous avez des liens avec d'autres endroits qui ont complété votre recherche. Donc, c'est une nouvelle façon de lire le livre une deuxième, une troisième, une quatrième fois et de toujours découvrir de nouvelles choses. De faire en sorte qu'il ne périsse jamais.